Le cœur de l'Avesnois s'illustre par une région appelée la vallée du marbre et de la pierre bleue. Son sol riche en pierre et en marbre de diverses couleurs constitue un véritable patrimoine depuis l'Antiquité. C'est à partir du 19e siècle et jusqu'aux années 50 que de nombreuses carrières et marbreries ont ainsi rythmé la vie de ces villages. Avec Francine, nous partirons au cœur de la nature, sur les traces de ce passé marbrier. Nous irons à la rencontre de Liliane, qui nous reçoit au musée du marbre et de la pierre bleue. Puis nous rencontrerons la famille Walkeman, tailleur de pierre de père en fils depuis 1903. Ils font vivre la dernière marbrerie de la région. Nous finirons dans un estaminet typique de l'Avesnois, sur la rive de l'Ogno, petite rivière au bord de laquelle étaient installées la plupart des marbreries. À Belligny, le musée du marbre et de la pierre bleue retrace l'histoire de ces entreprises et de ces ouvriers qui faisaient vivre le village. Nous sommes dans un bâtiment qui était autrefois une marbrerie. Le musée présente 200 ans de travail de nos ouvriers, de nos ouvrières, enfants, tout le monde travaillait. Il y avait une population à peu près de 1100 habitants à une époque, tout le monde avait une activité. Il y avait dans ce village 52 cafés. Une vingtaine de marbreries, plus ou moins importantes. Nous avions les grosses marbreries et les petites entreprises familiales. La pierre bleue est une pierre locale, une pierre que tout le monde connaît. Elle fait partie de notre vie. Depuis longtemps, depuis toujours, elle a existé. Et bien sûr, les premières preuves du travail de la pierre bleue, ce sont les chantiers gallo-romains. Alors la pierre bleue, vous pouvez la voir sous des formes différentes. Par exemple, cette cheminée. Cette cheminée, c'est une cheminée de taille avesnoise. L'avesnois, c'est le travail de boucharde et de gradine. Alors qu'est-ce que c'est la boucharde? Eh bien, c'est ça. Cherche-moi une gradine. Alors voilà, donc la boucharde, des tailles différentes. Alors, vous voyez, c'est assez lourd, hein. Et vous voyez, madame, vous pouvez sous-peser, Oui. n'est-ce pas? Je confirme. Voilà. Alors, il fallait frapper la pierre toujours en avançant. Jamais deux fois à la même place, autrement on avait un éclat. Il y avait également l'outil essentiel, c'était les sciottes. Les sciottes, eh bien, voilà à quoi ça servait. Vous voyez? À user un bloc à la main, entièrement à la main. Et bien entendu, il fallait frotter cette lame comme ceci, longuement, très longuement. Donc, vous voyez, l'ouvrier est un gamin. Le travail des enfants était indispensable et malheureusement non payé. Voici l'armure ou châssis. L'armure était une machine impressionnante, elle l'est toujours. Elle permettait de débiter un bloc de plusieurs tonnes en tranches. L'arbre qui est là conduit au châssis de lame, qui va se mouvoir d'un mouvement perpétuel de va-et-vient comme ceci. Et à la vitesse de 1 cm à l'heure, grâce au sable et à l'eau, eh bien les lames vont descendre dans le bloc. Pour un bloc de plusieurs tonnes, environ 4-5 tonnes, il fallait 15 jours et 15 nuits. Ici, au départ, dans le village de Belligny, il y avait des carrières de pierre bleue. Et puis, nous avions à Auvergy les carrières de marbre noir. Il y avait aussi le Sainte-Anne, le marbre gris, qui était le marbre des choses de qualité, comme les commodes Louis-Philippe, les dessus de buffet aussi. Nous avions également toute cette collection d'horloges. Vous savez, les pendules étaient une activité essentielle et nous avons travaillé en particulier pour l'Angleterre. Vous savez, c'était une mode à la pendule. Nous avons travaillé les marbres venant du monde entier. Par exemple, je me rappelle, mon grand-père me disait qu'à une époque, avant la guerre de 40, il travaillait les onyx. L'onyx, c'est le marbre transparent qui vient des pays ensoleillés. Alors, on peut dire que la marbrerie a bien fonctionné durant, on va dire, jusque la guerre de 14.
Après à la guerre de 14, tout était arrêté. Après la guerre de 14, on a reconstruit. De la même façon, cheminée, garniture, etc. Mais après, le temps est passé, on est arrivé à l'autre guerre. L'autre guerre, ça a été vraiment le final. Parce qu'on a commencé par s'intéresser de moins en moins au marbre, trop cher. Et puis, après la guerre, on a reconstruit différemment, on a reconstruit de façon moderne, on a monté le chauffage central. Alors, plus de garniture, plus de cheminée, et puis le plastique. Dans la vallée du marbre et de la pierre bleue, même si toutes les marbreries ont fermé, de nombreuses traces dans le paysage témoignent de ce passé. Francine est animatrice dans le Centre permanent d'initiative pour l'environnement à Gussigny. Parmi ses nombreuses actions, elle sensibilise jeunes et moins jeunes à la richesse du sol et l'histoire de leur village. Je me présente Francine Copy, donc du CPIE Bocage de la Vénois. Ensemble, cet après-midi, je vous propose de partir à la découverte du patrimoine de la pierre bleue et de découvrir un petit peu l'histoire des carrières et de ce petit chemin qui part juste là derrière nous. Nous allons arriver au premier arrêt, donc je vous propose d'avancer un petit peu et d'observer sur la gauche, là pour trouver parmi la végétation un petit élément à observer. Donc approchez-vous un petit peu là, voilà, je vous propose de regarder de ce côté-ci et de me dire si vous trouvez quelque chose de particulier. Un mur. Il y a un mur. Un mur. Effectivement, ce sont les ruines, les restes d'une ancienne marbrerie. Ici, on avait une très grosse usine qui s'est développée au XVIIe siècle. Et en fait, il y avait plus d'une centaine d'ouvriers qui travaillaient ici. Alors pour vous donner un petit peu l'idée de ce qu'était cette marbrerie, je vous ai ramené une photo de la marbrerie à l'époque. Donc en fait, c'est une très très grosse marbrerie, hein. C'était une des plus grosses du coin. Cette marbrerie s'est installée ici pour plusieurs raisons. Simplement, c'est qu'elle y trouvait de la main-d'œuvre, elle y trouvait les matériaux utiles pour travailler, et elle y trouvait aussi une source d'énergie. La source d'énergie se traduit par la rivière. Donc ici, on avait tout ce qu'il fallait pour faire fonctionner des marbreries. On avait une main-d'œuvre qualifiée, on avait le matériau de base, on avait le sable pour couper la roche et on avait la force de la rivière. La langue de cerf, c'est peut-être pas le nom scientifique. Hein. Oh oui, c'est sûr. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Ici, vous avez une ancienne carrière. On a un petit peu de mal à s'imaginer l'ancienne carrière. Depuis, la végétation a repris elle aussi ses droits ici. Pour extraire la pierre, on utilisait des pièces de bois très secs, de forme pointue, qu'on appelle des coins, et qu'on venait mettre dans les fentes de la roche. Et ensuite, ces pièces de bois, on les aspergeait d'eau pour qu'elles se gonflent. Et en gonflant, ainsi, elles faisaient écarter, craquer la roche et on pouvait récupérer des très gros blocs. Je vous propose maintenant de faire une activité pour découvrir comment le calcaire s'est formé au cours des millions d'années qui se sont écoulées sur Terre. Donc je vais vous donner toute une série de cartes que vous allez devoir replacer dans l'ordre sur le sol et ensuite je vous raconterai cette histoire. Alors, Moins 315. 95. 65. Ouais, on s'est compté quand même. Ah ça va, vous savez compter, ça me paraît pas mal du tout. C'est bon? Effectivement, c'est bon. L'histoire de la pierre bleue a commencé il y a 380 millions d'années. À l'époque, il faut savoir que la France n'était pas à sa position actuelle sur le globe terrestre. Elle était à peu près au niveau de l'équateur, sous les tropiques. On avait des petites mers très calmes, des petites mers chaudes très calmes, avec énormément de vie à l'intérieur. Et dans ces mers calmes, il y avait des dépôts de sédiments qui se faisaient. Et c'est cette sédimentation qui a permis la formation de la pierre bleue. Par contre, en 5 millions d'années, on a quand même atteint les 500 mètres d'épaisseur de dépôts de sédiments. Donc c'est pour ça qu'on a des couches de pierre bleue qui sont assez épaisses.
Bellini possédait de nombreuses carrières de pierre bleue ou de marbre. Ces carrières ont été exploitées de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule carrière à Bellini, dont la finalité n'est plus le marbre ou la pierre bleue, mais l'industrie de granulats utilisée notamment dans le béton. Moi, je suis entré aux carrières de Bellini en 1970. Autrefois, il existait déjà une petite carrière qui exploitait le même gisement et l'on y fabriquait de la chaux et un peu de granulat pour les particuliers. C'était un trou d'environ 30 mètres de profond sur une cinquantaine de mètres de long, quoi. Ça a beaucoup évolué depuis le temps, quoi. Ensuite, ces matériaux que nous produisons sont utilisés pour le béton, les enrobés, les chemins de fer. Et puis en même temps, on livre les particuliers, quoi. Alors ici, nous nous trouvons au point le plus bas de la carrière, qui est environ de 120 mètres. Nous procédons à des tirs de mine pour nous procurer du matériau pour alimenter notre broyeur primaire. Nous travaillons par palier de 15 mètres. Nous chargeons ces matériaux dans les dumpers qui alimentent notre concasseur primaire. Ça va Greg? En forme? Tout va bien? Rien de spécial maintenant? À Bellini et ses alentours, toutes les marbreries ont fermé. Toutes les marbreries, sauf une, irréductible, tenue par la famille Walkeman depuis 1903. Elle se situe à Honhergy, à quelques kilomètres de Bellini. Dans cette marbrerie, on travaille plus particulièrement la pierre bleue, aujourd'hui extraite dans une carrière en Belgique. Les frères Étienne et Dominique Walkeman ont traversé et surmonté les crises de ces dernières décennies. Aujourd'hui, c'est au tour du fils, Henri Walkeman, de faire vivre l'entreprise, de mettre en valeur tout ce savoir-faire acquis depuis des générations. Un héritage qu'il a dans le sang. Ici, on est sur un sciage primaire, donc on reçoit des blocs de pierre ou des tranches déjà prédécoupées directement en carrière. Et là, on va commencer la première phase, c'est le débitage primaire, donc coupé suivant la demande. Là, en l'occurrence, si ce sont des marches, nous coupons déjà les bandes à la largeur définie avant de façonner le bord, le profil. Maintenant, un polissoir. C'est une machine qui permet d'aplanir la surface des pierres et d'apporter une finition. Donc, suivant le grain qu'on utilise, on va avoir des finitions de plus en plus foncées sur la pierre bleue. Donc, quand elle vient d'être sciée, elle est plutôt grise. Et plus on polit un grain fin avec de l'eau, plus on a un résultat noir et brillant. Étienne, le père de Henri, a pris sa retraite il y a quelques mois, mais reste bien présent pour donner des conseils et accompagner cette transmission. Pour lui, tailleur de pierre est plus qu'un métier. Nos ancêtres qu'on a retrouvés dans notre arbre généalogique, c'était des tailleurs de pierre bleue. Alors on s'est toujours adapté au fil des générations, parce qu'il y a encore il y a une cinquantaine d'années, quand j'ai commencé à travailler, on nous regardait comme des dinosaures, des tailleurs de pierre bleue, il n'y en avait plus. C'était plus la mode, on faisait des marbres de toutes couleurs, des choses colorées, et puis on a perduré quand même dans la pierre bleue. Et puis tout compte fait, on y est toujours. Et puis maintenant la pierre bleue a repris un élan supplémentaire. Bon. Quand on a démarré dans la profession, à la fin des années 70, il y avait encore 10 entreprises dans la région de Vevey. Il y avait des petits ateliers où il y avait 2 personnes, il y avait 1 personne, mais après il y avait 2 grosses sociétés quand même.
Et tout ça, on a vu ça disparaître. Alors là, ça fait mal quand même. On se dit, bon, c'est un marché qui s'en va. Et c'est-à-dire le marché a quitté nos frontières, c'est ça le problème. L'entreprise, je ne l'ai jamais considérée comme une boîte à fric, quoi. Bien sûr, on a gagné notre vie, on a créé de l'emploi et on arrive à pérenniser cet emploi. Et on a employé des gens locaux. On a fait des choses de plus en plus belles et il faut dire qu'on arrive maintenant à un très bon niveau de qualification professionnelle. Mais le but, c'était déjà de pérenniser l'entreprise et puis avec l'histoire de la famille, quoi. Parce que chez nous, chez Walkeman, on sait faire que ça. Donc ici, on arrive dans l'atelier de taille de pierre traditionnel et de finition. Donc uniquement du travail à sec et en particulier la taille de l'Avesnois. Donc ici en compagnie de Dominique et Jean-Michel qui sont des tailleurs de pierre depuis respectivement 38 et 35 ans dans l'entreprise et qui sont depuis ce temps qui travaillent exclusivement quasiment la pierre bleue du Hainaut dans différentes applications. C'est un métier très enrichissant, c'est très valorisant parce qu'on voit ce qu'on fabrique quoi, et on sait que ça va rester dans le temps. Donc c'est très important pour nous. Il y a un savoir à perpétuer, donc c'est tout le temps intéressant et on fait toujours de choses différentes. Donc quand on aime ce qu'on fait, on essaie de le faire bien. Donc on va essayer de travailler un peu pour leur montrer quand même. Alors nous arrivons sur le site de l'église Saint-Va de Wallers, près de Valenciennes. C'est une église qui a subi un très grave incendie il y a quelques années et où d'importants travaux de restauration sont en cours. Donc pour nous, ça représente effectivement un chantier très important en termes de temps, de durée et de quantité de pierres à tailler. Donc là, on se trouve au niveau du porche d'entrée avec l'une des dernières étoiles que l'on pose. Donc c'est très important de respecter vraiment cette symétrie et cette régularité dans les alignements. L'église va y rester les murs et les colonnes uniquement. Donc l'intégralité de la toiture est tombée suite à l'incendie de la charpente, ce qui est venu détériorer également toute la partie sol. Nous avons fourni une grande quantité de pierre bleue pour le sol. Un peu plus loin, je vous montre des pièces qui ont été rapportées, qui ont été remplacées au niveau des bases de colonnes. Donc là, la difficulté est vraiment d'avoir un respect de la taille de pierre traditionnelle. Donc en réutilisant les mêmes outils et les mêmes techniques qui étaient utilisées à l'époque, donc il y a plus de 250 ans. Il nous reste quelques vestiges, quelques témoins du passé. Donc ici, un fragment des marches qui constituaient ce perron pour le maître-autel. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce respect du travail des anciens. Continuer à perpétuer ce savoir-faire. Certes, on a des techniques un peu plus modernes qu'à l'époque, mais néanmoins, le métier de base n'a pas évolué et on travaille quasiment de la même façon qu'à l'époque de la construction. Le patrimoine est une activité importante chez les Walkeman. C'est ainsi qu'ils rénovent et construisent aussi des oratoires et des chapelles, ancrés dans la tradition de l'Avesnois. La tradition des oratoires, en Avesnois-Thiérache plutôt, ici c'est un oratoire plutôt type Avesnois-Thiérache, elle remonte au temps de Monsieur de Vauban. Et on doit la plupart de ces oratoires en pierre bleue de l'Avesnois au maçon de Monsieur de Vauban qui était originaire pour la plupart de Samoins en Haute-Savoie. Les oratoires de l'Avesnois étaient surtout destinés à attirer la protection divine ou la protection des saints sur le bétail, sur les propriétés. On en retrouve environ 400 qui sont répertoriés d'anciens dans l'Avesnois. Bien sûr, on en refait des nouveaux couramment. Et ils se trouvaient toujours à la limite des propriétés, tournés vers l'extérieur.
c'est-à-dire pour protéger ce qu'il y avait derrière eux. Et cette chapelle de 1753 est un des joyaux architecturaux de notre village. Elle est en pierre bleue, la pierre locale qui a été vraisemblablement tirée dans la carrière qui était derrière moi. Elle a été remaniée en 1951, mais l'ossature d'origine date de 1753. Vous voyez au moins les deux côtés avec les pinacles qui sont tout à fait caractéristiques de cette époque. Elle est toujours vivante, elle est ouverte tous les jours et les gens du quartier s'en occupent et l'entretiennent. Cet oratoire, c'était un peu l'aboutissement de ma carrière professionnelle. Vu que j'avais réalisé cette sculpture lorsque j'étais élève aux Beaux-Arts de Valenciennes en 1972. Jusqu'à présent, elle était restée chez mes parents et puis là, je voulais, avant la fin de ma carrière, de ma vie, lui donner un domicile décent. Le socle de la Vierge ainsi que le sol de la chapelle sont en marbre noir de Honhergie. C'était ma façon à moi de l'ancrer dans le territoire local. Vous voyez, c'est du marbre noir avec des amandes, qui n'est plus extrait actuellement, mais c'est du marbre de Honhergie. Et là, ce sont les outils de tailleur de pierre. Vous voyez, le maillet, le compas l'équerre et le ciseau et la pointe. C'est pour une petite touche personnelle. La vie des villages au temps des marbreries était très liée à celle des estaminets qui ont largement disparu avec les marbreries. À Gussigny, la famille Bayeux a donné une nouvelle vie à l'un d'entre eux. Moi, j'ai repris cet estaminet en 1973. Il était fermé depuis quelques mois. Autrement, il date de l'époque des carrières, des marbreries qui employaient beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, au village, on comptait une cinquantaine d'estaminets pour abreuver tous les ouvriers qui travaillaient dans les carrières, parce qu'il y avait plusieurs carrières et marbreries sur la commune. La naissance des estaminets va avec le développement des usines, donc les deux usines du bas du village, qui accueillaient environ 700 personnes. Donc il y avait facilement 400 personnes qui venaient de l'extérieur du village, des villages voisins, et ils se déplaçaient à pied, donc ils avaient soif lorsqu'ils arrivaient. Mais le premier servi, dès l'entrée du village, il y avait des estaminets pour abreuver celui qui venait le plus loin. Et puis au fur et à mesure qu'on approchait de l'usine, du lieu de travail, ou qu'on sortait du lieu de travail, on recommençait à boire pour retourner chez soi, etc. Et après, la vie changeant, ils ont fermé l'un après l'autre. Ah oui, c'est surtout dans les années 60 où le village a été profondément transformé. Les habitants ont quitté, les locaux, ceux qui étaient ici depuis plusieurs générations ont quitté, comme nos parents la plupart du temps, partir travailler en ville. Étant d'une famille de brasseurs, arrière-grand-père, grand-père, père, on a voulu innover un petit peu comme en Bavière et faire notre propre bière sur place. C'est une méthode à l'ancienne, artisanale, dans les règles de l'art, voilà, donc méthode traditionnelle. On l'apprend sur le tas, on l'apprend en famille, puisque voilà, c'est mon grand-père qui l'a transmis à mon père me le transmet. Voilà, c'est notre façon de faire, quoi. On a beaucoup de monde maintenant qui visite, c'est un très beau village avec des promenades, des balades. Il faut savoir qu'avant c'était surtout des carrières, donc des carrières c'est triste, ça abîme. Et puis maintenant c'est plus le tourisme avec la verdure, donc c'est vraiment... Donc on est passé de la pierre à la bière, si on peut dire. Et je crois que ça réussit au village puisque on a créé des gîtes, des chambres d'hôtes, il y a un spa. Donc le village vit avec tout autour de ses activités et bien sûr on a créé de l'emploi, du travail mais surtout de l'emploi aussi bien sûr. Aujourd'hui,
la vallée du marbre et de la pierre bleue est un de ces magnifiques paysages ancrés dans son histoire. Elle illustre une époque qui a marqué la région, un passé riche d'anecdotes. Devenue un véritable lieu touristique, elle offre de belles perspectives aux nombreux touristes.